y a une texture qui permet à la matière de s'appliquer selon des vibrations, et puis contrecoller parce que ça donne de la rigidité au support, et comme moi je fixe beaucoup, eh bien ça permet à la superposition et aux matières de rester stables. Sinon, le papier gondole et le pastel n'est pas stable. Mais pas d'art spectrum, pas de papier velours, pas de pastel card, j'en veux pas. Voilà, je mange beaucoup de pastel, et deux, ça ne me permet pas de faire des superpositions autant de fois que je le veux, comme moi je le fais. Vous voyez, ça c'est très primitif, et si vous voulez mettre 6 couches de pastel, vous y arrivez. Avec un pastel card, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toute une vieille tradition qui veut que quand on fait du pastel, eh bien, une seule couche suffit pour donner l'as prétendu nuance qu'on aurait trouvé par génie. Il faut fixer chaque étape. À chaque étape. Il faut fixer chaque étape. Vous gardez toujours la transparence. Si vous voulez, c'est une servitude, mais c'est le b.a.-ba du métier pour moi. Oui. Voilà. Bon, alors je vais donc... on va faire une démonstration. Démonstration, improvisation. Première phase, je fais bien rentrer le pastel dans le papier afin qu'il n'y ait plus aucune trace de plat. Ça aussi, ça fait partie de bien partie. Vous gardez aucune couleur du papier? Non, jamais. Parce que le papier, c'est le support, mais en tant que effet visuel, je l'ai totalement écarté. Je dis bien totalement. C'est comme les peintres qui ne veulent plus voir la toile. Il y en a qui ont trouvé que c'était très bien, je leur en veux pas. C'est autre chose, c'est comme ça. Voilà, je la fixe tout de suite. Et je la fixe avec l'imagination. Ce qui n'est pas pareil. Pas tout à fait pareil. Vous avez changé de dimension de pastel. L'intérêt de ce pastel, c'est de couvrir une plus grande surface. Blaireauter, ce qu'on appelle blaireauter, c'est-à-dire faire en sorte que les tâches, que les surfaces se mélangent. On fait ça en peinture à l'huile. Ils utilisent un blaireau initiative qui s'appelle Latour de chez Sennelier. C'est une substance à base de colle, de gomme, je crois de la gomme adragante, et qui est mélangée d'alcool. Voilà, là il y a de la superposition, voyez. C'est-à-dire que la couche du dessous ne se remélange pas avec la couche du dessus, et donc la superposition est riche. Si je fais ça sur un papier blanc, vous n'aurez rien. Enfin, vous aurez un gris qui va pas se moduler. Tandis que là, ça devient un beige
rosé, très chatoyant. Il faut se servir. Il faut savoir que ça existe et il faut savoir s'en servir. Vous avez au pastel ce qu'on appelle l'opalescence, c'est-à-dire la translucidité, comme à travers un verre dépoli. La lumière passe, mais la forme ne passe pas. Hein? Donc vous avez un effet de halo. Ah ben, physiquement, on n'a pas de transparence. Vous pouvez toujours jouer d'une façon littéraire en disant ça a un côté transparent. Opalescent. J'adore les atmosphères. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de peinture. L'improvisation en atelier, c'est encore plus obscur que le travail sur motif. Parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'il va bon, je sais pas. Oui. Est-ce que vous le savez à ce moment-là, en ce moment où vous allez? C'est plutôt... Non, il vaut mieux pas. Non? Si je vais vous dire, je vais faire un port, je vais me planter, parce que les bateaux ne seront pas d'aplomb, parce que voilà, il faut pas. Alors, sur le motif, vous êtes quand même guidé par... Sur le motif, je suis guidé par ce que je vois, mais je le réagence en permanence. Oui. Je le réagence en permanence et je suis simplement attiré par le rapport entre l'ombre et la lumière et la façon dont les couleurs se déclinent en fonction de l'ombre ou de la lumière. Et pour que la couleur soit d'aplomb, il lui faut quand même une forme. Oui. C'est de la couleur dans des formes. Voilà. Il ne faut pas non plus dire, parce qu'après on vire dans ce qu'on appelle l'informel. Et l'informel, non, c'est pas mon truc non plus. Il faut que ces recherches prennent appui dans la réalité. Le clair sur le foncé marche bien, c'est ce que j'appelle un rehaut, et l'inverse, le foncé sur clair, marche aussi très bien, c'est ce que j'appelle une grisaille. C'est-à-dire qu'il y a des pastels très durs qu'on ne peut pas poser sur un pastel très tendre, et il faut toujours veiller à ce que l'harmonie soit présente, qu'elle règne, qu'elle soit... Il y a une logique pour ramener une couleur, vous ne la surimposez pas, vous ne la décrétez pas. Vous voulez apporter une couleur sur un tableau, eh bien il faut qu'elle se mérite, il faut qu'elle s'amène. Il y a à ce moment-là, comment dire, il y a une éloquence. Si vous voulez, il y a un moment où le tableau atteint un point d'équilibre. Il est toujours possible d'en rajouter, mais si vous rajoutez des choses qui sont superflues, vous
vous affadissez vous le surchargez, vous le fatiguez, le tableau, vous le rendez. Si tout cela ne me plaît pas et je veux le recouvrir, je n'y arriverai jamais. Parce que c'est pas couvrant. Le pastel n'est pas transparent, mais il n'est jamais totalement couvrant. Dans les archéologues emploient un très joli mot, ils parlent du palimpseste. Vous savez, les écritures qu'on fait sur des vieilles écritures, on efface l'écriture en dessous et on revient par-dessus. Et moi je fais ça en permanence, c'est-à-dire que j'utilise ce qu'il y a en dessous pour enrichir ce qu'il va y avoir dessus. J'aime pas trop décliner un thème, pas enfermé dans les petits cercles assez étroits des pastellistes. Je suis les règles du pastel quand même, mais ça ne me suffit pas. Une fois, je ne serais pas arrivé, parce que ça se décomposerait, ça serait trop friable, trop mou. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à l'épaisseur. Il y en a beaucoup moins qu'on ne croit. Et si vous voulez mon avis, aujourd'hui, dans les milieux de la muséologie, il y a une dérive sécuritaire qui est grave. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout mettre sous cloche parce qu'on est obsédé non pas par le devoir de montrer, mais par le devoir de conserver. Voilà, tenez. Alors ça, c'est du vrai. Hein. Je lui ai demandé un violet sombre, et donc elle en a fait un. Et elle m'a dit qu'elle avait utilisé une vieille boîte de pigments noir de violet de Mars. Elle a utilisé un vieux violet de Mars. Non, puis c'est un pigment naturel, donc il est complexe déjà en soi. Tandis que s'il est purement chimique, ben, il est chimiquement pur, au sens du cliché qu'on emploie, quoi. C'est chimiquement pur, donc c'est pas riche. Rochefort en Yvelines. Un village perché dans la forêt de Rambouillet. On le voit de l'autre côté. Je l'ai repris au moins 2-3 fois, je l'encadre, et puis comme j'ai besoin du cadre, je le décadre, et puis là, je m'aperçois qu'une fois décadré, j'aurais bien envie de remettre quelques petits rouges pour donner plus de force. Par pigment et par déclinaison des pigments en fonction du degré de charge. Oui. Mais ils n'agencent pas un nuancier complexe. Ils font des déclinaisons de pigments et de charge. Voilà. C'est pas pareil. Donc si j'avais les 600, j'avais la grosse boîte là, eh ben je la réagencerais. Voilà, il faudrait la réagencer. Puis bon, mais je ne sais pas si je le ferai un jour, parce que là, j'ai la main là-dessus, si vous voulez. Je sais où ça se trouve, et quand j'ai besoin, hop, je sais où ça se trouve. Voilà. À raison de 100 par boîte, il y a environ 600 couleurs dans tout ça. 600 nuances. Organisé par... Alors, je les organise, oui, parce que j'ai fait une boîte chez Sennelier. Il y a d'autres marques. Mais j'ai fait une boîte de froid, une boîte de chaud, une boîte de gris coloré, dans lequel j'ai conventionnellement inclus les violets. Mais je pense que ça ne se porte pas plus mal que ça. Après, j'ai un nuancier qui est de chez Rocher, Henri Rocher, vieille maison, qui produit des pastels très chers, mais de grande qualité. Après, j'ai quelques boîtes de Unison Color.
Unisal Color. Voilà. Et puis j'ai aussi des craies comptées qui peuvent me servir, mais attention, pas au dessin. Ils me servent à faire parfois des effets de nuances, d'estompes, de mélange sur le papier lui-même. Parce que comme ils sont durs, ils emportent la matière qui est en dessous, même si elle était un peu fixée, et donc ils grattent et ils arrivent à faire une espèce de frottis qui donne une belle matière. Voilà, je dois vous dire que je ne suis pas un praticien des techniques mixtes, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de mettre un gesso sous mon pastel et revenir avec le pastel, je n'ai pas envie de faire des aquarelles rehaussées au pastel, j'ai pas envie de mélanger la gouache et le pastel. Non, comment dire, l'exploration des réactions sur le pastel lui-même me suffisent. Il y a des tableaux, on a l'impression qu'on continue un tableau qu'on a cru avoir fini il y a 3 ou 4 ans, et puis on remarche sur ces expériences et on le finit, quoi. On fait autre chose avec. Alors ça j'y crois beaucoup. Et on reprend le chantier sur lequel on a buté, je ne sais pas, 6 mois, 1 an avant. Quoi. Je prétends qu'il faut avoir un œil neuf pour lire un paysage et pour pouvoir le traiter comme un bon peintre. C'est-à-dire que si vous plaquez des connotations culturelles, des jugements sur le paysage que vous avez en face de vous, eh bien, vous censurez ce paysage et forcément, vous n'avez pas suffisamment d'énergie et de compétences, de liberté pour le traiter. Si vous êtes persuadé qu'une vieille cabane de jardin, elle est mal foutue, elle est rouillée et donc elle est moche, eh bien, vous ne la ferez pas. Mais si vous avez un œil objectif et neuf devant elle, eh bien, vous l'aimerez spontanément et vous la traiterez bien. Donc il faut se débarrasser des connotations culturelles qu'on affecte naturellement sur des paysages. Il ne faut pas détester les bagnoles, par exemple. Voyez, s'il y en a trop, c'est imbuvable. Mais s'il y en a 2 ou 3, après tout, c'est un objet de nos jours, quoi. C'est un objet contemporain qu'il faut respecter. Hein, voilà. Alors, plus on sait regarder et plus on se débarrasse de ces considérations-là, quoi. Le jugement ne précède pas l'accueil du paysage. Vraisemblable. Oui. Il ne suffit pas de dégager puis de dire il n'y a plus rien, c'est vide. C'est vide, il n'y a plus rien à peindre. Sur la nature, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pose des couleurs, fondamentalement, j'organise un espace qui colle assez bien avec ce que je vois, et puis petit à petit, je lui donne une touche plus près de la réalité, enfin, qui donne suffisamment de signes, d'informations, pour qu'on y reconnaisse la réalité. Mais je ne veux pas donner trop de signes, parce que les gens sont enfermés dans une lecture trop précise. C'est là qu'il y a une espèce comment dire, d'équivoque. La liberté des gens qui croient qu'ils peuvent faire tout n'existe pas. La liberté existe, mais dans le contexte de la rigueur qu'on s'est donnée. Voilà. C'est pour ça que je dis, vous l'avez sûrement vu dans mon petit bouquin, moi je crois à la liberté du funambule. C'est ça, voilà. Le funambule, il est libre, comme l'air. Mais sa liberté se limite voilà, à la... mais sa liberté est dans la virtuosité de son pas. Voilà. Pour moi, je suis dans une démarche impressionniste. Complètement. Post-impressionniste.